Car effectivement, si l'innovation passe souvent par de nouvelles technologies, elle peut aussi être associée à de nouvelles méthodes de travail. Le développement de la coopétition fait partie de ces nouveaux usages qu'on voit apparaître au sein des écosystèmes innovation. Mais concrètement, c'est quoi la coopétition? Et surtout, qu'est-ce qu'une coopétition réussie? On attend des réponses évidemment de nos deux invités qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Hélène Cross, Bonjour. vous êtes directrice générale d'Euresa, qui regroupe 11 compagnies d'assurance européennes autour de programmes de partage et de travaux d'innovation en commun. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis Mathieu Legac, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Startup Palace, CEO de Startup Palace, spécialiste des programmes d'accélération de start-up. Vous nous en dites un peu plus d'ailleurs, tiens, de Startup Palace, je suis avec vous, Mathieu. Oui, Ouais. avec plaisir. Notre métier, c'est de créer des dispositifs de recherche et développement externalisés, mais sous une forme très particulière parce qu'on le fait qu'avec des startups. La forme que ça prend, ce sont des accélérateurs de startups comme French AssureTech, par exemple, qu'on a développé pour les mutuelles d'assurance. Hélène, alors parlez-nous un peu de Reza. Alors Euresa aujourd'hui, c'est un groupement européen qui réunit 15 mutuelles et coopératives 15, d'assurance, très bien. donc un peu plus large, dans une dizaine de pays en Europe. Elle représente collectivement 42 millions d'assurés en Europe. Et Euresa, c'est d'abord un club d'entreprise au service de l'innovation dans l'assurance. Donc on leur offre un espace privilégié pour confronter leurs stratégies respectives, leurs approches respectives sur toute une série de sujets autour de l'assurance. Donc vous faites de la coopétition au quotidien. C'est l'objet C'est l'objet. effectivement d'Euresa. Comment on prend une décision justement de se lancer dans la coopétition? Dans quel but? Pour quel type de sujet? Alors, la coopétition au sein d'Euresa, elle a d'abord été rendue possible par un socle commun. C'est aujourd'hui, je dirais un réseau, une communauté d'abord d'entreprises européennes qui effectivement partagent une identité des valeurs communes, mutualistes, coopératives, et qui opèrent dans un même secteur, en l'occurrence ici l'assurance, avec aussi un historique assez partagé, puisqu'une très grande majorité sont plutôt issues du monde de l'assurance dommage, même si elles se sont depuis largement diversifiées, et qui sont plutôt en position de challenger sur leur marché respectif, même si là encore il y a toujours des exceptions. Et face à tous ce socle commun s'ajoutent, je dirais plutôt, des bouleversements qui sont très largement partagés, quels que soient les pays, quelles que soient les nationalités. Toutes les sociétés membres d'Euresa aujourd'hui sont confrontées à des défis comme le changement climatique, l'émergence des véhicules autonomes, etc. La liste est longue. Et finalement, c'est là qu'intervient Euresa, dans cette capacité à mettre en réseau les compétences, à partager des informations entre elles au service de leurs stratégies respectives. Donc effectivement, aujourd'hui, l'ambition modestement à Euresa, c'est de leur permettre de renforcer leur compétitivité sur leurs marchés respectifs en s'appuyant sur ce socle de valeurs communes. Coopétition, ça sous-entend toujours compétitivité, c'est le but derrière, c'est d'en gagner, Mathieu? Oui, je pense que c'est vraiment ça, se dire qu'on va être plus fort ensemble contre des nouveaux adversaires. En l'occurrence, pour French AssureTech, c'était vraiment le constat que finalement les nouveaux concurrents, ce n'étaient pas ceux qui étaient en face de la place à Niort, mais plutôt les GAFA ou autres Tesla qui pourraient rentrer en conquête, ou même des nouvelles grosses startups challenger comme Alan, Luco ou autres, et plutôt de se dire si finalement on co-crée ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs, ça aurait beaucoup de sens, et donc pourquoi pas le faire de manière innovante aussi en le faisant avec des startups. C'est quoi les clés pour réussir une coopétition, Hélène? Alors, les critères sont nombreux, mais moi je dirais qu'à mon sens, ça repose d'abord et avant tout sur un état d'esprit. L'état d'esprit des dirigeants des sociétés membres, à travers leur adhésion, leur sponsoring. Ils doivent être eux-mêmes convaincus de la valeur ajoutée de s'ouvrir à d'autres, y compris par-delà les frontières. Et ils doivent non seulement être convaincus, mais le faire savoir. Et donc, effectivement, nous accueillons systématiquement, lors de nos activités, des membres de comités de direction, et ça en est une belle illustration. Et puis, à côté de cet état d'esprit du top management, naturellement, l'état d'esprit des propres collaborateurs eux-mêmes, qui participent à nos activités, où là, clairement, la réalité pour tous aujourd'hui, c'est un agenda surchargé, des projets à tout va. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de les convaincre de lever la tête du guidon. Certains le comprennent assez intuitivement, de façon assez immédiate. Pour d'autres, ça nécessite parfois un peu plus de pédagogie. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ah oui, et peut-être aussi un dernier critère, moi, qui
qui me vient à l'esprit. Vous parliez tout à l'heure en introduction de méthode de travail. Et oui, pour moi, ça, c'est déterminant. La compréhension du fait qu'on ne vient pas à Euresa en tant qu'acteur passif pour entendre la bonne parole, qu'on a un rôle déterminant à jouer en fait dans la valeur ajoutée et la réussite de ces échanges. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de leur dire soyez collaboratif, coopératif, mais soyez aussi égoïste. C'est à vous, vous êtes responsable de pousser les sujets qui vous intéressent, de faire connaître les problématiques spécifiques sur lesquelles vous êtes curieux de savoir ce que d'autres ont fait, ont expérimenté, avec quels résultats. Et bien sûr, soyez collaboratif, partagez à votre tour, à votre niveau, votre point de vue, vos retours d'expérience pour aider à leur tour les autres collaborateurs à progresser sur ces questions. Donc c'est ce juste équilibre qu'on essaye de trouver régulièrement. Les bons ingrédients pour vous, Mathieu, quels sont-ils ? C'est tout ce que vient de dire Hélène. Moi, je rajouterais un mot-clé, c'est cette notion de transparence et de confiance sur laquelle on peut pas forcément avoir sur tous les sujets, mais quand on partage les valeurs du mutualisme, on peut l'avoir. Et je vais prendre un exemple extrêmement concret. Quand on travaille avec une start-up, allez au hasard, elle était là aujourd'hui, Accurate, Maïf va travailler sur les sujets de tarification. C'est que donc elle prend le risque de travailler avec une start-up à livre ouvert. C'est que derrière, dans un principe de programme coopétitif, eh bien, Maïf puisse partager son expérience avec cette start-up comme Accurate de manière extrêmement transparente avec ses pairs, autres mutuelles, pour que tout de suite derrière, ils gagnent en rapidité, en vélocité pour mettre en œuvre tout ce qui est les belles innovations qui ont été testées. Et ça, c'est absolument génial. On parle de coopétition, de co-création de manière transparente. Et quand on est sur un secteur, ou en tout cas une thématique où la concurrence est extrêmement forte, est-ce que la coopétition est quand même possible ? Et à quelles conditions, Hélène ? Alors oui, elle est possible. Les conditions, je les évoquais tout à l'heure, l'état d'esprit, l'attitude, la bien sûr la transparence, le climat de confiance. Et oui, elle est possible. On a aujourd'hui au sein d'Euresa toute une liste de collaborations réussies. Ouais, sur un secteur sur un thème très concurrentiel. Pour vous donner quelques exemples, on a aujourd'hui, depuis quelques mois, créé un groupe de travail au sein d'Euresa sur la télématique auto, parce qu'il se trouve que les sujets sont souvent les mêmes, les timings ne sont pas toujours les mêmes. Mais là, en l'occurrence, on s'est aperçu qu'actuellement, plusieurs membres d'Euresa développent, expérimentent des solutions télématiques ou ont lancé des offres récemment avec des applications mobiles couplées ou non avec des boîtiers embarqués. Et donc, les responsables de ces projets confrontent leurs résultats, leurs expérimentations, rentrent dans le dur sur toute une série de sujets, les programmes de fidélisation, les business models ou des mises en conformité avec la RGPD, par exemple. Un autre exemple que je peux vous donner, l'an passé, l'un des membres d'Euresa travaillait sur la refonte de son produit d'assurance dédié aux véhicules électriques. Et à cette occasion, finalement, on a réalisé une étude auprès de l'ensemble des membres sur l'assurance et la sinistralité de ces véhicules qui, malgré tout, certes, sont en forte croissance, mais restent quand même de taille modeste dans les portefeuilles des uns et des autres. Et finalement, cette mise en commun de connaissances sur des sujets encore peu ou mal maîtrisés a créé des enseignements au bénéfice de tous. Et puis peut-être un dernier exemple qui va parler à votre audience aujourd'hui, puisque l'un de nos membres, en l'occurrence le groupe italien Unipol, accompagnait une start-up en Italie et collaborait avec elle. Et cette start-up souhaitait se développer à l'international. Et finalement, ils lui ont fait bénéficier de leur réseau européen à travers Euresa. Et cette start-up, depuis la fin d'année dernière, collabore désormais avec notre membre danois. Voilà, donc il y a toute une série comme ça d'expériences sur lesquelles finalement on s'appuie pour convaincre et démontrer par l'exemple que non seulement c'est possible, mais que ça a produit des résultats, que ça crée de la richesse pour chacun et que finalement cette mise en mouvement crée de l'intelligence collective. Mathieu, est-ce qu'il faut forcément s'appuyer sur un tiers externe, expert et neutre ? Alors c'est mon métier, donc est-ce que je suis complètement objectif ? Je ne sais pas, mais en quoi c'est souhaitable alors ? En fait, c'est extrêmement souhaitable parce que on va jouer le rôle de tampon, parce qu'on va être entre finalement deux parties. Et exactement comme on va jouer vraiment le rôle d'un avocat finalement, c'est vraiment l'analogie. Et du diable parfois. Voilà, et en fait on facilite extrêmement les échanges, on crée de l'empathie sur les deux parties et on arrive à favoriser
voilà, tout simplement les échanges et à débloquer pas mal de situations qui peuvent être crispées, tendues, ou simplement on n'ose pas partager certaines informations clés, alors qu'en fait avec son tiers de confiance, on va justement lui donner les clés pour faire bon usage des informations qui vont dévoyer la situation. En tout cas, dans tous les programmes que nous opérons, on joue un rôle extrêmement clé. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait embarquer tout le monde. C'était pas simple. Hélène, est-ce qu'on se dit alors que c'est peut-être plus facile dans les petites structures, non? Non, je dirais ni plus simple ni plus compliqué. En fonction de la dimension de l'entreprise, les problématiques sont différentes. Effectivement, dans des grands groupes, on a au sein d'Euresa de très grands groupes d'assurance qui côtoient des sociétés de taille beaucoup plus modeste. C'est parfois difficile dans des grands groupes d'accéder au top management, mais c'est tout aussi compliqué dans des petites structures qu'elles puissent trouver le temps, dégager du temps en fait, alors qu'elles ne sont pas nombreuses. Donc c'est compliqué quelle que soit la taille, et puis ça ne change rien en termes de contribution aussi aux des apports dans les échanges. On a parfois des petites structures qui se sentent pas à leur place en disant moi j'ai pas grand chose à partager. En fait, elles sont parfois beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives, et du coup elles sont en capacité de tester beaucoup plus rapidement et d'apporter leur contribution sur des sujets très spécifiques. Donc non, moi je continue à penser que la taille de l'entreprise ne change rien par rapport à l'apport dans ce type d'échange, et je suis tout à fait d'accord aussi avec les propos de Mathieu en disant sur ce rôle de tampon. C'est encore plus vrai dans le cas d'échanges transnationaux au sein d'Euresa, où effectivement il y a parfois aussi des incompréhensions linguistiques, culturelles. Et donc moi, mon rôle, je passe souvent mon temps à leur dire parlez-moi, dites-moi ce que vous souhaitez, dites-moi ce qui vous convient. Et puis parfois aussi, dites-moi quand ça n'avance pas, parce qu'on a un rôle qui nous permet plus facilement aussi d'aller résoudre des petites difficultés ou parfois des incompréhensions. Mathieu, justement, comment embarquer les équipes opérationnelles? Le CEO, le top management peut être convaincu, mais quand on fait bosser ensemble toutes les équipes de plusieurs groupes, est-ce que là, il n'y a pas un sentiment de concurrence qui est plus exacerbé? Si, nous ce qu'on a quand même constaté, c'est que c'était plus facile dans les entreprises de taille intermédiaire, que c'était le bon mix entre la capacité de bande passante pour exécuter des projets et en même temps la notion de proximité entre le top management et les équipes métiers qui vont mettre en œuvre les projets. Et donc en fait, ce qui est la bonne secret sauce, finalement, c'est d'arriver à faire le lien entre les objectifs à moyen long terme de l'entreprise et les directions métiers qui sont souvent un peu dans l'opérationnel et qui doivent penser long terme. Et ça, c'est peut-être un peu plus facile dans les ETI. C'est tout à fait possible aussi dans les grandes entreprises. Et ça, c'est pas facile finalement à trouver les secret sauce pour faire ces bons moments de partage de l'information à très grande échelle. Je pense que cet événement y contribue parce que l'idée c'est de diffuser toutes ces bonnes paroles, toutes ces bonnes manières de fonctionner parce qu'on en est convaincu, ça marche et on a des belles expériences qui le montrent. Mais c'est comme ça, en prêchant la bonne parole, que je pense qu'on va y arriver. On peut entrer en cours de coopétition? Est-ce qu'on peut faire rentrer un partenaire ou une autre entreprise, ou une fois que c'est parti, c'est compliqué, ça peut faire tourner la sauce justement? Non, je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on l'a fait dans plusieurs programmes. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais à partir du moment où les règles sont extrêmement claires, les règles de gouvernance et de fonctionnement, où on se met d'accord sur la transparence, la confiance, en fait, pour le coup, on a des exemples, ça s'est plutôt bien passé, que ce soit avec les mutuelles ou même dans les entreprises de l'agroalimentaire. On l'a fait récemment, ce n'est pas un problème. Hélène, vous vouliez rajouter quelque chose? La situation est un peu différente à Euresa puisqu'on n'a pas des programmes avec un début et une fin, donc c'est un échange permanent et continu. Donc tout nouveau membre effectivement est le bienvenu, si tant est qu'il partage l'état d'esprit des membres actuels du groupement. Et donc effectivement à tout moment on peut inclure, je dirais, un nouveau membre dans la famille Euresa. On n'en a pas parlé des passagers clandestins. J'ai vu ça en préparant. Il y a des passagers clandestins des fois dans la coopétition, c'est-à-dire des gens qui effectivement sont là pour écouter, profiter, restent assez passifs comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que le passager clandestin peut rester longtemps ou est-ce qu'il est rapidement passé par-dessus bord? Mathieu? Ah oui, je pense que finalement il est rapidement passé par-dessus bord. Ouais. On l'identifie assez vite, on le voit vite. Tout à fait. Ouais. On est plutôt en avance au niveau européen par rapport au reste du monde sur ces travaux de coopétition, Hélène?
Par rapport au reste du monde, Ou la France déjà par rapport à l'Europe? Alors la France par rapport à l'Europe, non. Enfin moi, à mon niveau, j'ai pas le sentiment que, en termes d'implication, de volontarisme, il y a une différence entre les membres français du groupement et leurs homologues européens. Non, moi je continue et persiste et signe à dire que c'est d'abord une question d'individu, d'état d'esprit, de personnalité, et puis aussi du message véhiculé par l'entreprise, l'employeur auprès de ses collaborateurs, de leur faire comprendre qu'ils peuvent s'octroyer ce temps, que de s'ouvrir un peu à l'extérieur, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de revenir avec des inputs qui vont être directement utiles à leur feuille de route. Donc non, moi j'ai pas au niveau de Reza noté de grandes différences. Et pour rebondir aussi sur le passager clandestin, oui, on les repère assez rapidement. Et c'est là aussi le rôle que l'on peut avoir nous en tant que tiers neutre, que d'être là pour veiller aussi de temps en temps à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partagent et les mêmes qui bénéficient. Et donc c'est effectivement pour moi l'un des rôles centraux que l'on peut avoir au niveau de Reza. Mathieu, vous vouliez compléter? Ouais. Oui, pour moi, c'est malheureusement un truc tout bête qui est un peu franco-français. C'est qu'on est assez mauvais, et surtout dans certains domaines, dans les langues. Et typiquement, pour le coup, ça va pas forcément plaire, mais dans le secteur de l'assurance, on n'est pas très bon. Et ça, c'est une vraie barrière. Là où, pour le coup, nous, dans l'industrie agroalimentaire, assez facilement, ça a été naturel de travailler avec des startups étrangères et ça s'est très facilement fait. Donc ça, c'est un message, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aussi ouvrir les portes de notre France à d'autres acteurs parce que, pour le coup, je pense, Reza en est le grand témoin, c'est extrêmement riche. C'est la minute auto-promo. Vous avez le droit de nous dire quels sont vos projets actuels et les prochaines marches pour vous chez Reza? Alors chez Reza, une actualité le mois prochain où on organisera un séminaire en ligne, Covid oblige, puisqu'on n'a pas d'événement présentiel avant 2022, autour de l'évolution des réseaux de distribution, donc l'évolution des agences dans un monde post-Covid et un monde digital. Et puis début 2022, en mars exactement, ici à Niort, figurez-vous, nous aurons la prochaine édition du Forum des innovations de Reza, consacré à l'open assurance et à la façon dont les membres de Reza se renouvellent et se réinventent pour devenir des plateformes ouvertes. Voilà. Merci. Mathieu? Nous, de notre côté, nous relançons tous nos programmes dans les verticales assurance, médias, industrie agroalimentaire et dans le postal. C'est assez original, mais on a une verticale là-dedans. Donc, pour toutes les startups qui souhaitent co-créer avec ces industries, n'hésitez pas à surveiller nos actualités. Un point extrêmement important pour l'histoire de Startup Palace, c'est l'ouverture de son bureau parisien avec une équipe de 5 personnes. Donc, je suis hyper enthousiaste, qui va finalement renforcer notre présence nationale dans un écosystème startup qui est malheureusement encore trop parisien, même si on fait beaucoup de choses pour sortir, et je pense que cet événement en est la preuve, les startups de Paris. Et donc du coup, c'est une actualité déjà assez chargée pour nous. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Merci. Merci beaucoup. C'est l'heure de conclure ces live sessions maintenant.